Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h22, notre invité Sandra, c'est Arthur Portier, consultant chez Agritel. Bonjour Arthur Portier. Bonjour. Avec vous, on va parler des marchés des matières premières agricoles, essentielles. En plus, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui avec évidemment la gestion du monde post-Covid. Déjà des chiffres exclusifs ce matin que vous nous révélez, puisque vous êtes capable de prédire quelques semaines à l'avance les récoltes de blé français. Alors la récolte sera pas terrible, mais de bonne qualité. Alors tout à fait, la récolte sera pas terrible, donc on a fini la récolte de blé en France désormais. Vous avez déjà tout pesé. Nous avons déjà tout pesé. On a eu le retour, encore une fois, des opérateurs du marché pour nous évoquer ces chiffres. Il s'avère que la récolte est mauvaise en termes de rendement, puisque pour vous donner un ordre d'idée, la récolte française de blé tendre cette année s'élève à 29,5 millions de tonnes. Donc sous les 30, sous les 30, c'est important. Sous les 30 millions de tonnes, quand l'an dernier, nous étions à 39,5 millions de tonnes. Donc une problématique aujourd'hui du côté de la quantité. Après, du côté de la qualité, on peut dire que pour l'instant, la qualité sera suffisante pour satisfaire nos principaux clients. Et les raisons ? Alors, deux raisons. La première, ça a été à l'automne. On a eu un automne particulièrement pluvieux, un excès hydrique particulièrement marqué, ce qui nous a empêché de semer correctement nos blés. Donc, on a eu des surfaces de blé tendre en nette baisse en France cette année. À ça, c'est combiné un printemps particulièrement sec qui a un impact sur lui, le rendement. Donc moins de surface, moins de rendement, automatiquement une petite récolte française de blé tendre cette année. Un quart de récolte en moins. Quelles conséquences ça va avoir sur les prix mondiaux? Est-ce que cette situation française, elle se répercute dans le reste de l'Europe et du monde? Est-ce que les prix du blé vont monter ou pas? Alors, les prix du blé ne réagissent pas à la hauteur du phénomène aujourd'hui. On peut dire qu'ils sont globalement stables, mais ne compensent en rien la perte du rendement qu'il y a eu sur les exploitations agricoles. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans un marché mondialisé et qu'aujourd'hui, un de nos principaux concurrents, qui va être la Russie, est en proie à faire la deuxième meilleure récolte de son histoire, à plus de 81 millions de tonnes. Donc, automatiquement, sur la scène internationale, la concurrence est rude. Et les prix ne vont pas grimper à la hauteur de ce qu'ils pourraient être. Du coup, ça va être un problème pour les céréaliers. Est-ce que j'imagine, donc vous venez de l'expliquer, leurs revenus ils vont baisser d'un quart, en gros. Est-ce qu'ils ont les reins solides? Alors, ça fait plusieurs années que c'est le cas, puisqu'on est en répétition à des épisodes climatiques qu'on n'a jamais connus, de plus en plus de sécheresse, de plus en plus d'excès hydriques. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, après une année catastrophique qui a été 2016, ça se répète en 2020 et les céréaliers français vont souffrir, le revenu des céréaliers français va souffrir. Est-ce que la crise sanitaire a des conséquences également sur ces chiffres? Alors, sur ces chiffres, non en tant que tel, puisque les agriculteurs n'ont pas été confinés, ils ont continué de travailler et assurer le rôle essentiel, et il faut le rappeler dans ce contexte-là, qui est de nourrir, encore une fois, le monde là-dessus. Par contre, ça a eu des conséquences sur les marchés. On peut penser notamment au marché du pétrole qui, lui, s'est effondré. Ouais. Lorsque le marché du pétrole s'effondre, automatiquement, ça a des conséquences sur nos marchés à nous, puisque nos principaux clients, c'est qui pour le blé français? C'est les pays du Maghreb. On va parler du Maroc, on va parler de l'Algérie, on peut parler également de l'Égypte. Sauf que ces pays-là, qui ont une économie basée principalement sur le pétrole et le tourisme, ont souffert. Ils ont des difficultés financières et dans ce contexte-là, peut-être plus de difficultés, ou en tout cas doivent revoir leur planning d'achat pour notre blé français. Donc ça va peser également sur nos prix. Donc il y a un effet indirect, si vous voulez, de cette crise sanitaire. Parce que même si le marché et les prix sont mondiaux, il y a quand même cette liaison entre producteurs et acheteurs qui fait qu'il peut y avoir des modulations de prix et de quantité selon les marchés auxquels on s'adresse, c'est ça? Alors aujourd'hui, il y a certains marchés. Il y a un marché français, certes, mais il faut rappeler que sur le blé, il y a près d'une tonne sur deux qui est exportée en France. Donc nous avons une vocation exportatrice, qui est très importante d'ailleurs pour notre géopolitique, puisqu'on nourrit un certain nombre de peuples. Maintenant, sur le côté français, il y a certaines filières qui se dessinent, et c'est pas pour autant qu'elles s'en sortent mieux que les autres, mais rappelons une chose, c'est qu'il y a différents marchés. Un marché qui va être principalement local et un marché à l'international. Sur le marché international, on régit, si vous voulez, d'une concurrence très accrue avec notamment les pays du bassin mer Noire. Sur les autres marchés de matières premières agricoles, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le marché des oléagineux, si on va aller sur le marché du colza, lui aussi est directement impacté par la crise sanitaire et par, encore une fois, la chute du pétrole. Pourquoi? On peut parler également des mesures qui ont été prises de confinement pour éradiquer cette crise sanitaire. Tout simplement parce que le principal débouché du colza en Europe, c'est le biodiesel. Lorsque vous ne roulez moins avec vos voitures, vous utilisez moins de biodiesel. Le biodiesel a chuté et de ce fait, les industriels du marché du biodiesel ont consommé moins de colza. Qui dit moins de colza, vous avez un marché du colza qui, pendant la crise sanitaire, est passé grosso modo de 410 € la tonne à 350 € la tonne. Donc c'est une chute qui est quand même relativement importante. Et à l'inverse, vous parliez des matières qui s'en sortent, ce sont lesquelles?
Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de matières premières qui s'en sortent, puisque on a souffert sur les cultures d'hiver liées, comme je vous l'ai dit, à un excès hydrique et à un printemps sec. Pour ce qui est des cultures de printemps, parlons notamment du maïs ou de la betterave, on a des problématiques qui sont réglementaires sur la betterave avec tout ce qui est néonicotinoïdes, etc. Et sur le maïs, on a un déficit hydrique particulièrement marqué, ce qui devrait conduire, encore une fois, à une baisse du rendement particulièrement marquée, encore une fois, pour les céréaliers durant l'automne. Quelles sont les valeurs boursières à suivre quand on s'intéresse au marché des produits agricoles? Alors je vous l'ai dit, déjà il y a le pétrole qui est très important, et dans une moindre mesure, mais encore une fois ça reste important, c'est la parité euro-dollar. Pourquoi la parité euro-dollar? Tout simplement parce que lorsque vous avez une parité euro-dollar à 1,07, évidemment les origines européennes gagnent en compétitivité par rapport par exemple au rouble russe. Sauf que là on est à 1,18 là. Tout à fait, le 1,18 et en se rapprochant des 1,20 la semaine dernière, on a perdu en compétitivité sur la scène internationale puisque le rouble russe ne s'est pas renforcé autant depuis le début de l'année. Encore une fois lié au pétrole, puisque l'économie russe qui est basée sur le pétrole s'étant effondré, le rouble russe a dévalué par rapport au dollar, et automatiquement sur la scène internationale, les Égyptiens par exemple hier qui ont voulu acheter du blé ont fait un appel d'offres, ils ont été acheter du blé russe qui est moins cher que le blé français aujourd'hui. Et à l'inverse, quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut investir si on veut jouer sur le prix des matières premières agricoles? Alors aujourd'hui, le terme jouer sur les pardon, mais... Non, mais sur les matières parier. premières. Alors parier sur les valeurs, on peut parier encore une fois à la hausse comme à la baisse déjà. Donc c'est vrai qu'il y a eu un recrue de volatilité, une volatilité qui a été très importante évidemment, on l'a vu sur le porc notamment, on l'a vu sur le colza avec les phénomènes que je vous disais. Donc il n'y a pas de réelles matières premières aujourd'hui sur lesquelles on peut spéculer en espérant un regain de volatilité. Ce qu'on espère tout simplement, c'est que pour les producteurs, les prix restent rémunérateurs ou deviennent rémunérateurs afin que nous puissions encore une fois fixer ce prix-là et compenser en partie la baisse des rendements de cette année. Et évidemment, tout ça est essentiel pour tous les industriels de l'agroalimentaire, bien évidemment. La valeur du blé, des oléagineux, tout ça, ça rentre dans le coût des matières premières et le coût de fabrication. Merci à vous, Arthur Portier, chez Agrigel.